Architecture mentale. Cet épisode d'Architecture mentale vous est présenté par Kombu. Si vous voulez profiter de tous les bénéfices du kombucha sans avoir l'impression de boire du jus de champignon, essayez Kombu. Kombu, c'est la boisson vivante la plus accessible et la moins chère sur le marché avec 4 saveurs hyper faciles à boire. C'est aussi une façon d'avoir un petit kick d'énergie sans avoir à ingérer 3 tonnes de sucre. Visitez kombudrinks.com pour commander en ligne et entrer le code promo Architecture mentale en un mot au moment de passer la commande pour bénéficier d'un rabais de 10%. C'est au kombudrinks.com et le code promo, c'est Architecture mentale en un mot. OK gang, bon podcast. Pour prendre une vue de haut niveau, la gestion de l'énergie, ça se décline sur 4 dimensions. OK. Donc, la première dimension, c'est l'énergie physique. Donc, c'est notre capacité à produire de l'énergie. Donc, cette capacité-là est déterminée par notre corps physique. Donc, est influencée par des facteurs comme la nutrition, qui est un gros facteur qui va influencer notre énergie physique. Le sommeil, est-ce que je dors adéquatement? L'hydratation, très sous-estimée. Vous écoutez Architecture mentale parce que vous voulez apprendre à vous connaître et vous maîtriser pour arriver à vous construire une vie à la hauteur de vos rêves. Je m'appelle Sylvain de Carufel et aujourd'hui, mon invité est naturothérapeute, formateur, coach et entrepreneur. Il est le fondateur d'Axélite Santé Globale, un centre de santé multidisciplinaire dont l'équipe de coachs et de professionnels de la santé se concentre sur la maximisation du plein potentiel de chaque individu. Il a également fondé une école de formation pour les entraîneurs et un service de traiteur de repas santé. Diplômé d'entrepreneurship à l'école d'entrepreneurship de Beauce, il est aussi titulaire de certification en posturologie, en massothérapie et en coaching exécutif. Il a fondé le programme Énergie, Leadership et Performance qui compte parmi ses clients des entreprises telles que Desjardins, Bell, le Cirque du Soleil, Air Transat, Banque Nationale, TD et plusieurs autres entreprises reconnues. Je peux personnellement témoigner de sa grande expertise puisque non seulement il m'a aidé à échapper des griffes d'un interminable burn-out, mais il m'a aussi coaché dans la création d'Architecture mentale. Accueillir celui qui a aidé des milliers de leaders et entrepreneurs à optimiser leur santé, leur performance et leur leadership. Jean-François Thibault, bienvenue à Architecture mentale. Merci Sylvain. Yes, c'est un plaisir de t'avoir. Enfin, tu sais, t'es comme, tu m'as dit fais ça. Je suis comme ok, cool. Puis là, finalement, j'ai plein d'invités, sauf toi. C'est le temps que je t'aille là. Je suis content, je suis vraiment content d'être là. Puis encore plus heureux que tu aies mis finalement, tu aies donné jour à ton projet que ça fait si longtemps que tu voulais mettre en pratique puis créer finalement. Puis c'est un honneur pour moi d'être ici puis d'être assisté en fait aux fruits de tes efforts et à ton courage que tu as eu de mettre ça au monde. Wow, merci boys, parce que je me souviens exactement. Ah, t'as une minute, regarde, tu vois, ça c'est des affaires qui arrivent. Mais c'est ça, je me rappelle la première rencontre qu'on a eue. J'avais émis cette possibilité-là, puis je t'avais parlé que bon, faire du coaching puis faire de travailler dans le domaine de la croissance personnelle, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire puis que je me donnais pas la légitimité. Puis tu m'as rentré dans la tête puis tu m'as comme toute défaite toutes les petites barrures que j'avais. Puis ça a pris à partir de ce moment-là, ça a pris une couple de mois même avant que je me donne cette légitimité-là de le faire, de processer l'information que tu m'avais donnée, tu sais. Puis finalement, écoute, c'est fait, c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Puis là, c'est toi là, qui part quelque chose de nouveau, là. T'as une nouvelle business, littéralement, là. Oui, absolument. Ben, on a fondé, en fait, Propulse ton leadership en français, qui est notre branche francophone. Okay. En anglais, c'est Lead Yourself Up. Donc, le programme Propulse ton leadership ou Lead Yourself Up Program, en fait, qui est une continuation de notre programme Énergie, Leadership et Performance qu'on a créé en 2016 et qu'on est rendu à la version 85. Donc, qu'on a bonifié à chaque fois qu'on donne la formation
on recueille le feedback, on voit comment les choses atterrissent, comment les gens réagissent, puis on a bonifié tout le temps la formation à travers aussi les multiples trainings qu'on a fait depuis qu'on a créé en 2016. On continue constamment, comme tu me connais, je suis un fou du développement personnel, de l'éducation continue, donc on est constamment en éducation continue, on se développe nous-mêmes, moi et ma femme Katharina, qui est la créatrice, cofondatrice du programme aussi, et président de Axelite Leadership. Donc, moi, j'ai fondé Axelite Santé Globale et de fil en aiguille, quand même, pour faire une histoire courte, quand on s'est rencontrés, après quelques mois, on a décidé de créer une synergie dans nos entreprises et elle a changé son identité corporative pour devenir Axelite Leadership. Donc, pour avoir une bannière santé globale, une bannière leadership, pour pas créer de confusion dans le marché. Donc, on a créé Axelite Leadership. C'est à partir de ça qu'on a créé le programme Énergie Leadership Performance qu'on a livré au du soleil des entreprises qui étaient nommées, en fait. Fait que là, dans le fond, vous êtes parti de votre programme, le programme que vous avez fondé en 2016, puis vous avez comme raffiné ça. Mais là, si je me trompe pas, de la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me disais que c'était plus orienté web, là. En fait, ce qu'on a fait, c'est que depuis le début du programme, nous, on enseigne dans les entreprises. Donc, on vend notre programme à des entreprises qui, eux, font faire leur programme à leurs gestionnaires, soit des équipes intactes ou des gestionnaires qui sont dans différentes unités d'affaires, qui suivent la formation ensemble, mais qui sont tous au même niveau, au même palier hiérarchique. Okay? Donc, et là, ce qu'on a fait depuis la pandémie, avec évidemment tous les contrats en présentiel, que tout a arrêté. Nous, quand la pandémie, en mars 2020, on a perdu tous nos contrats qui représentaient plus de la moitié de notre année en chiffre d'affaires. Donc, et là, on s'est retourné en disant on doit se réinventer. Donc, on a pris notre programme, qui est un programme de 2 jours, et on l'a transféré sous un format virtuel avec des plateformes comme Zoom, WebEx, Team, sur lequel on livre la formation. Mais au lieu d'être un 2 jours, c'est rendu un programme qui dure 12 semaines. Donc, c'est des modules qui durent entre 90 à 3 heures, tout dépendamment des semaines. Et c'est sur 12 semaines au lieu d'être sur 2 jours. Donc, pour nous, en fait, ça rend le programme encore meilleur puisque les gens ont le temps d'appliquer ce qu'ils apprennent dans les modules, ont le temps de pratiquer et de revenir et de se faire supporter dans l'intégration des habitudes qu'ils apprennent de module en module. C'est clair, c'est bien mieux de même, à la place d'avoir une espèce de shitload d'informations d'une shot, puis que exact. Là, t'as pas quelqu'un qui te walk through à chaque étape, là. C'est bien plus efficace de même. C'est le jour et la nuit dans la transformation des gens du jour 1 à 3 mois plus tard. Ce qu'on n'avait pas l'occasion de voir en 2 jours. C'est clair. Parce qu'avant, dans le fond, c'est quoi? C'était les boss qui assuraient, ou bien c'était les supérieurs qui assuraient l'espèce ou bien c'était les gens entre eux autres qui faisaient comme une espèce de suivi? C'est ça. Ce qui était fait, c'est que les gens, on demandait aux gens, on les invitait en fait à se jumeler ensemble et à continuer à être, dans le fond, ce qu'on appelle des buddies. Donc, à se rencontrer, puis à s'écouter, à se challenger, à se supporter, à continuer à intégrer la matière. Combien de personnes l'ont fait? On ne le sait pas, mais on sait qu'il y a un nombre de personnes qui l'ont fait parce qu'encore aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui se sont liés d'amitié à travers notre programme et qui se suivent encore. Donc, ça, c'est absolument exceptionnel, mais c'était libre à chaque individu de faire ce cheminement-là. Mais il n'y avait pas nécessairement de suivi organisé par l'entreprise. OK, je comprends. Fait que là, c'est vous qui faites ce suivi-là. Exact. Donc, y a-t-il un système de body encore? On est vraiment avec les gens à tous les semaines et ce que ça crée aussi, c'est l'augmentation du lien de confiance entre les membres d'une équipe ou les différents gestionnaires qui sont au même palier. Donc, ça crée un réseau de support où là, les gens peuvent vraiment apprendre à se connaître pour vrai en tant qu'humain et non juste en tant que gestionnaire. Donc, qui moi je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je valorise dans ma vie, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me draine mon énergie. Donc, les gens ont l'occasion d'avoir une opportunité de se dévoiler pour qui ils sont vraiment, puis enlever le masque du gestionnaire, puis de parler de qui ils sont
en arrière du chapeau. Et ça a été démontré, en fait, dans plusieurs études comme étant une des choses les plus importantes pour créer un lien de confiance durable. C'est vraiment hot. C'est ça, que ce soit des individus et non pas des postes qui sont en relation les uns avec les autres, tu sais. Mais là, je t'amène vers quelque chose parce que là, tu t'es vraiment orienté vers l'énergie, vers la maximisation de l'énergie des individus au sein d'une organisation. Fait que le lien entre ça puis le leadership, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as parlé de leadership de soi, qu'à un moment donné, il faut que tu te gères toi avant d'être capable de gérer les autres comme du monde, ou du moins que tu puisses développer les deux compétences en même temps. Tu pars-tu de ça? Tu pars-tu de gérer tes ressources énergétiques? C'est-tu comme le point de départ de tout le truc? Donc, pour faire un petit retour en arrière, pour compléter ce que je disais, puis je vais aller là-dessus par rapport au programme Propulse ton leadership. Maintenant, on a une offre qui est disponible pour que les leaders puissent venir suivre le programme d'entreprises différentes. Donc, je peux avoir un entrepreneur, un gestionnaire dans une entreprise, un consultant, une personne, un travailleur autonome comme toi qui peuvent venir faire le programme ensemble et vivre l'expérience en dehors de leur entreprise. Donc, c'est ça qu'on a créé de nouveau. Donc, on s'adresse maintenant aussi à l'individu avec des cohortes ouvertes. Puis, on a une cohorte justement qui commence le 9 septembre sur le programme de 12 semaines. Donc, maintenant, on ne vend plus seulement aux entreprises, mais on vend aussi aux individus. On termine aujourd'hui, en fait, un 12 semaines avec notre première cohorte à inscription ouverte. Ça a été une expérience absolument superbe, transformationnelle pour tous les participants. On a tellement aimé notre expérience parce que la différence, on ne se le cachera pas, c'est qu'en entreprise, les gestionnaires sont là et n'ont pas choisi d'être là nécessairement dans la formation. Et versus, quand on s'adresse aux individus, eux ont choisi d'être là, veulent être là, ils en veulent, ils ont faim, ils veulent se développer, puis ils sont all-in, comme on dit. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est ça la différence. Pour revenir au programme, en fait, le programme Propulse ton leadership, c'est un programme qui aide les gestionnaires à approfondir leur leadership de soi. Donc, on a une croyance qui est pour efficacement diriger les autres, il faut d'abord savoir se gérer soi-même. Et la gestion de soi passe par la gestion de son énergie. Absolument, absolument. Et donc, on défait un peu la croyance de je dois juste gérer mon temps, puis c'est ça qui va me donner de l'efficacité puis de la performance, puis qui va faire que je vais être plus heureux dans la vie, à non, je dois gérer mon énergie parce que mon énergie, peu importe qu'est-ce que je me suis mis dans mon horaire, si je n'ai pas d'énergie pour faire cette tâche-là, ça ne se fera pas. Tellement, man. C'est drôle que tu parles de ça parce que je suis direct dans... c'est ma réalisation de la dernière année, en fait, des 10 dernières années, là, mais plus que j'avance avec le temps, plus que je me rends compte que c'est ce qui détermine tout. Tu sais, c'est ce qui... T'as beau avoir une to-do list de feu, puis d'avoir un horaire qui est là, si t'as pas l'énergie mentale puis physique d'accomplir la tâche, soit que tu vas l'accomplir tout croche, soit que tu vas la procrastiner, je veux dire, ou bien tu vas essayer de la déléguer à quelqu'un, mais tu vas mal choisir la personne à qui tu délègues ou tu vas mal expliquer le truc. Ça part tellement de ça, puis c'est excessif. C'est là mon combat depuis quelques mois. Je trouve ça vraiment difficile de trouver, parce que c'est un équilibre cette énergie-là, puis je veux savoir, toi, tu pars avec quoi? Parce que ça implique le sommeil, ça implique l'alimentation, ça implique le self-talk dans une très grande proportion, tu sais, dans le sens que tu peux te dire des affaires au quotidien qui te drainent à un point qui a pas d'allure, tu sais. Juste le fait de travailler de même au lieu de travailler avec un smile d'en face, ça fait en sorte que t'es brûlé raide à la fin de la journée. Fait que c'est quoi? C'est-tu différent avec chaque personne? Comment t'abordes ça avec tes clients? Pour prendre une vue de haut niveau, la gestion de l'énergie, ça se décline sur 4 dimensions. OK. Donc, la première dimension, c'est l'énergie physique. Donc, c'est notre capacité à produire de l'énergie. Donc, cette capacité-là est déterminée par notre corps physique. Donc, est influencée par des facteurs comme la nutrition, qui est un gros facteur qui va influencer notre énergie physique. Le sommeil, est-ce que je dors adéquatement?
L'hydratation, très sous-estimée. La plupart des gens, comme dans ma pratique depuis 17 ans, en suivi one-on-one avec des gens, puis en ayant eu l'occasion beaucoup de faire de la thérapie manuelle sur des gens, entraîner des gens quand j'ai commencé ma carrière, la moitié de mes clients qui sont des entrepreneurs, des leaders, des personnalités alpha très, très drivées dans la vie, sont moyennement déshydratés. Donc, et quand on est moyennement déshydraté, ça diminue notre performance cognitive de 30 à 40 %. Hey, man, ça n'a pas d'allure. Je ne savais pas que c'était autant. J'ai remarqué, moi, ça n'a pas de bon sens. 30 à 40 %? Imagine, 30 à 40 %. Puis là, je parle des gens qui boivent moins que ce qui est recommandé, donc 2 litres pour un homme, 1,5 litres pour une femme. On ne parle pas de gens qui boivent pas d'eau puis qui ne boivent on parle pas de gens qui boivent pas d'eau, là. Exactement. Mais souvent, la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ma pratique boivent 500 à 800 millilitres d'eau par jour. Puis pensent qu'ils boivent beaucoup. Mais non, c'est ça. Et boivent probablement aussi 1 litre de café. C'est ça, exactement. Donc... 1 litre de café, mais un petit verre en cône dans la petite machine, là, tu sais. C'est ça, exactement, pour se rincer à la bouche. C'est ça. Donc, l'hydratation et ensuite l'activité physique qui va être aussi un élément qui peut augmenter notre énergie, mais ça peut être aussi un élément qui va drainer notre énergie. Okay? Donc, ça aussi, c'est important de faire la distinction. C'est pas l'activité physique, c'est bon dans toutes les circonstances, à tous les moments le plus possible. Okay? Donc, l'énergie physique. Donc, ça, c'est la fondation. Si mon énergie physique, j'ai pas une bonne capacité à produire de l'énergie, ça va influencer directement ma qualité d'énergie. Absolument. Puis là, ma qualité d'énergie, c'est mon énergie émotionnelle. Et donc, mon énergie émotionnelle, c'est notre capacité à reconnaître nos émotions. Donc, littéralement, les nommer. Comment je me sens en ce moment? Est-ce que je suis irrité? Est-ce que je suis angoissé? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis énergétique? Est-ce que je suis optimiste? Donc, ma capacité à nommer mon énergie, donc à savoir où est-ce que je suis. Et aussi, ma capacité à auto-réguler mon système nerveux. Donc, quand je suis pris, exemple, dans une émotion comme la frustration, l'irritabilité, l'impatience, qui est, en fait, selon les études, ce que les gestionnaires en entreprise vivent 70 % du temps, tous les jours. Oh my God! Okay? Oh ouais, hein? Qui est énorme. Donc, quand je suis dans ces émotions-là, pour être capable de revenir vers ce que j'appelle des émotions régénératrices ou ce qu'on peut dire des émotions à charge positive, je dois être capable d'autoréguler mon système nerveux, donc de revenir au neutre pour avoir le choix vers où je veux m'en aller maintenant. Donc, là, ce que tu me dis, c'est qu'autrement dit, si ta fondation physique n'est pas là, ta capacité à te regrounder est vraiment est impactée à un niveau incroyable. Là. Exactement. Oui, exactement. Puis des fois, même l'énergie physique est tellement basse que malgré toutes les techniques d'autorégulation, mon autorégulation ne sera jamais complétée parce que je dois absolument travailler mon physique en premier. Mais là, c'est là que c'est là que je le vois personnellement dans ma vie, c'est que il y a une espèce de cercle vicieux, c'est qu'à un moment donné, quand tu as de la difficulté à gérer tes émotions, tu peux avoir une tendance à scraper ton physique, tu sais. Exact. Fait que là, comment tu défais cette loupe-là? Donc, tout est interrelié. Donc, l'énergie physique est connectée à l'énergie émotionnelle, puis après ça, c'est l'énergie mentale. Okay? Donc, l'énergie mentale, c'est ma capacité à être conscient de moi-même, ma capacité de m'observer. J'écoutais ta capsule l'autre jour sur la méditation, que j'ai trouvé très bonne, ton explication très bonne par rapport à la pleine conscience. Exactement. Donc, si je veux être capable de me contrôler et de reconnaître mes patterns, mes habitudes émotionnelles, mes habitudes mentales, je dois être capable de m'observer. Donc, comment reprendre le contrôle de mon attention, la méditation étant un outil très fondamental pour entraîner notre attention, pour remarquer, hey, c'est quand que je suis parti dans mes pensées, c'est quand que je suis parti, que je tombe dans une émotion qui est... j'ai juste le mot en anglais dans ma tête. Vas-y, hein? Donc, qui est drainante, en fait. C'est quand je suis dans une émotion qui est drainante, puis donc, si mon énergie mentale n'est pas, ma capacité à m'observer n'est pas développée, ça va être très difficile pour moi de me ramener parce que je ne me rends même pas compte
que je suis pas dans le bon état. Je m'en rends compte quand je suis drainé le soir, que je suis plus capable, je suis à bout, puis j'ai plus d'énergie, tu sais. Exactement, parce que tu peux, comment je pourrais dire, tu peux constater que tu es colérique dans le passé, mais tu peux pas arranger ce que tu as fait. Tu peux juste comme... Moi, je compare tellement ça à dresser un chien. Tu sais, c'est comme le chien qui a chié sur le tapis, ben tu peux pas... Le chien qui a chié sur le tapis hier, tu peux pas lui dire « t'as fait ça hier ». C'est ça. C'est ça, faut que tu le fasses, faut que tu le saisisses avant qu'il le fasse ou ben pendant qu'il est en train de le faire, tu sais. Mais si tu le fais après, ça sert absolument à rien. Fait que c'est vraiment puis c'est ça, moi, comme j'ai expliqué dans la vidéo, moi, la méditation, ça a changé, ça m'a permis de voir quand il y a quelque chose qui me fâche. Je vois ma réaction monter, puis là, j'interviens. C'est comme, OK, là, j'ai le choix, là, tu sais, ou bien je peux commencer à tweaker ça. Fait que vous faites ça, vous coach, vous, dans le fond, vous donnez des techniques de méditation, ou bien j'imagine que... Donc, on enseigne plusieurs pratiques de régénération énergétique. Okay. Et donc, l'énergie mentale étant une des dimensions, ben, il y a des techniques pour taper dans l'énergie mentale, mais après ça, il y a une autre dimension, la dernière, en fait, qui est la dimension spirituelle et qui n'est pas reliée aux religions, mais qui est plus reliée à notre capacité à faire du sens dans la vie et notre capacité à prendre des décisions en alignement avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Et donc, qui est la dimension spirituelle. Donc, toutes ces dimensions-là sont en fait interconnectées ensemble. On ne peut pas dissocier le mental du physique, de l'émotionnel, du spirituel. Mais on peut puiser dans chacune des dimensions pour aller recharger notre énergie. Okay. Et chacune des dimensions peuvent aussi être des sources de drainage énergétique. Donne des exemples de ça, s'il te plaît. Okay? Donc, par exemple, si je suis dans un emploi qui est complètement à l'encontre de mes valeurs. Donc, à tous les jours, je rentre et 50% de mes valeurs sont brimées. Juste dans l'emploi que je suis. En partant, je commence ma journée drainée. Parce que je ne suis pas capable de vraiment être qui je suis. Il faut absolument que je me cache, il faut absolument que j'ajuste mon comportement pour être capable de fitter dans la structure. C'est ce qu'on voit quand beaucoup de gens, en fait, changent d'emploi. Ben, c'est parce que littéralement, les valeurs du leader ou de l'entreprise ne concordent plus avec les leurs. Absolument, mais il y a une infinité... il y a une infinité de différences individuelles. Chaque individu est différent. Là, t'étais dans un flow de m'expliquer de quelle façon chaque pilier peuvent être drainants, mais là, tu viens d'ouvrir une dimension que j'ai le goût de rentrer dedans. De quelle façon est-ce que tu réconcilies ça, cette espèce de... Parce qu'il reste que... Mettons, il y a un certain nombre de postes. Mettons, tu as une équipe de vente qui est là. Ben, l'équipe de vente doit faire tel genre de vente, doit faire tel genre de truc. À l'intérieur de tout ça, il y a du monde qui vont avoir des tempéraments plus créatifs, d'autres qui vont avoir des tempéraments plus volubiles, puis tout ça. De quelle façon est-ce que tu t'arranges pour que chaque individu soit réconcilié avec ça? C'est genre, change de job, motherfucker? Ben, en fait, c'est que la plupart du temps, les gens ne prennent pas le temps d'identifier leurs valeurs, qu'est-ce qui est important pour eux, puis pas juste d'identifier le nom de la valeur, mais d'identifier c'est quoi mes croyances associées à cette valeur-là. Comment mes comportements dans la vie reflètent que j'incarne cette valeur-là. Exact, parce que tu peux dire que toi, l'honnêteté, c'est important pour toi, ben oui. Mais si tu bullshit tout le monde tout le temps, ça doit pas l'être tant que ça. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Donc, comment la valeur, puis c'est là le plus important, puis ça, c'est un des exercices qu'on fait faire dans le programme, c'est d'aider les gens à identifier leurs valeurs personnelles, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, pourquoi c'est important, comment ils incarnent ça dans leur vie, puis aussi comment ils deviennent quand ces valeurs-là sont brimées, sont non respectées. Ah, c'est bon ça. Là, ça fait ressortir le réactif, parce que quand on est en conflit avec quelqu'un, il y a toujours une valeur qui est brimée et non respectée. Mais on a tendance à mettre ça sur la faute des autres. Ah, c'est de sa faute à lui, c'est le contexte, c'est mon entreprise, c'est le patron. Mais on ne prend pas le temps de voir c'est quoi à l'intérieur de moi qui a été heurté, c'est quoi ma valeur qui est frustrée. Puis comment je pourrais faire peut-être pour puiser dans un autre de mes valeurs pour aller de l'avant et m'exprimer dans qui je suis. Je vois ce que tu veux dire par là, mais j'aimerais que tu donnes un exemple de ça.
Parce que c'est vraiment puissant. Oui, donc, par exemple, quand on est dans un contexte où il y a quelqu'un qui, le respect, c'est une valeur importante pour nous, puis exemple, le respect, c'est ma valeur de respect à moi, c'est d'être capable d'être 100% moi-même et de dire mon opinion et d'être écouté. Exemple, c'est ça ma définition à moi. Puis là, dans un meeting, ben, je ne suis pas écouté, je sens que je donne mon opinion, puis c'est pas reconnu, puis la personne change de sujet rapidement, mais ma valeur peut être frustrée. Mais exemple, si j'ai une autre valeur qui est le courage ou l'intégrité, ben, je peux aller puiser dans ma valeur de courage ou d'intégrité pour revenir, faire une intervention puis dire hey, excuse-moi, c'est parce que je viens juste de te communiquer quelque chose, tu as changé de sujet, puis tu m'as même pas reconnu dans ce que j'ai communiqué. Ouais, au lieu de garder ça en dedans, puis de. Exact. Au lieu de garder ça en dedans, et de dire ben, ça n'a-tu pas de bon sens? Ben, voyons donc, hey, il ne doit pas même à la face. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ben là, tu scrapes l'ambiance de travail. Tout le monde va penser que mon opinion compte pas. Les gens vont penser que j'ai pas ma place dans l'équipe. Donc là, on se met la personne peut se mettre à carrément se dire des choses négatives par rapport à qu'est-ce qu'elle pense que son intervention veut dire. Puis là, quand on est là, on est parti. Il n'y a pas de résolution possible jusqu'à temps qu'on s'auto-régule et on revienne au neutre. Oui, ou que tu poses un geste, ou que tu poses une action pour changer la situation. Tu sais. Exactement. Donc, si je suis capable de reconnaître que ma valeur de respect a été frustrée, puis que je suis capable de me recentrer et de revenir et m'exprimer sur ce qui est important pour moi, même si c'est inconfortable, parce que c'est ça le courage. Exact. Oui, absolument. Okay. Fait que là, je veux qu'on revienne aux 4 piliers. Là, t'as dit, mettons, le pilier spirituel, qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut te drainer? C'est justement quand tu le prends pas en charge, finalement, c'est ça. Ces 4 piliers-là te drainent quand tu les considères pas puis que tu fais pas des gestes concrets. Fait que le pilier physique, on se doute un peu de comment ça peut se passer. Exact. Les deux autres, de quelle façon est-ce que ça peut nous drainer? En fait, l'énergie émotionnelle, on est constamment en train d'osciller dans notre journée d'une émotion à l'autre. Si je te donnais une feuille et te dire hey, Sylvain, le plus souvent possible dans ta journée, essaye d'identifier c'est quoi tes fluctuations émotionnelles. Ben, si tu étais vraiment concentré là-dessus à 100% dans ta journée, tu me sortirais probablement 200 à 300 émotions qui ont passé dans ta journée. Donc, c'est de commencer à reconnaître les émotions et dans quel cadran elles se situent. Premièrement, on divise les émotions en 2 catégories, les émotions régénératrices et les émotions drainantes. OK. Et ensuite, une question là-dessus? Ouais, en fait, parce que moi, je me rends compte qu'il y a des émotions qui peuvent être drainantes, mais qui sont des hosties de fuel. Tu sais, comme par exemple, tu sais, ça m'arrive souvent, en fait, je pense que c'est ce qui fait en sorte que je poursuis des projets, c'est que quand j'ai une déception ou bien que j'ai un embûche, dans ma tête, je suis tout le temps comme ah ouais, check bien ça. Ah ouais, check, tu sais, fait que puis là je me drive avec ça, mais ça reste une forme de colère des fois, tu sais, puis j'utilise cette forme de colère là, puis je dois admettre que énergétiquement, ça peut me drainer à la fin de la journée. Je vais me sentir un peu plus fatigué que si j'avais juste fioulé sur la légèreté et la beauté du travail, sauf que ça fait en sorte que des fois, je vais rentrer plus dans le travail, mais je te laisse aller sur ces 2 catégories-là. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des zones grises par rapport à ces 2 catégories-là? Bien là, ce que tu définis, c'est que il y a des émotions drainantes qui peuvent t'aider quand même à produire des résultats. OK? Mais t'en es pas moins drainé. Ben, un coût énergétique plus élevé. Ah, c'est bon, ça. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de mauvaises émotions en passant. Il n'y a pas de mauvaises et bonnes émotions. Toutes les émotions sont valides. Et les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Energy in motion. Puis les émotions, c'est le langage du corps. Et les pensées, c'est le langage de notre tête. Donc, nos émotions, on entend souvent moi, j'ai pas d'émotion, je ne suis pas émotionnel. Il n'y a pas d'émotion en business. C'est parce que tu t'en rends pas compte, mais c'est les émotions. Si tu es en vie, tu vis des émotions.
Ouais, Mais c'est juste qu'on n'a pas appris à nommer, à reconnaître nos états émotionnels. Absolument. Okay? Donc, et il y a plusieurs dans le milieu corporatif, puis dans notre collectivité, on a plusieurs croyances par rapport à certaines émotions comme étant acceptables et comme étant des drivers, comme la colère, comme la peur. Il y a dans certains cercles qui mettent l'emphase sur « Ah ben oui, quand les gens sont en colère, c'est bon parce que ça les pousse à passer à l'action. » Mais est-ce que c'est la seule façon de passer à l'action? Oh que non, ça c'est sûr que non. C'est ça ma question. Donc, on veut défaire les paradigmes puis amener les gens à investiguer leur façon de passer à l'action en connectant sur eux et en voyant qu'est-ce que les émotions ont à nous communiquer comme information. Donc, exemple, la colère. Qu'est-ce que la colère essaye de nous communiquer, d'après toi? D'après moi, ça dépend de beaucoup de situations, à moins que ça soit un pattern récurrent qui revient, mais tu sais, souvent, c'est... comment je peux dire? Il y a pas une incompatibilité, mais bref, il y a quelque chose que tu veux qui arrive, puis cette affaire-là arrive pas. Fait que finalement, c'est un peu comme un manque d'acceptation des circonstances que tu peux pas changer, finalement. Tu sais, c'est souvent ça. Des personnes ou de quelque chose qui s'est produit. Puis là, bon, on se met en colère après ça, puis c'est un peu comme être fâché qui pleut, là, tu sais. C'est un peu stupide. Mais c'est ça, c'est que d'habitude, tu sais, étant quelqu'un qui a quand même un excellent contrôle émotionnel, je suis pas toujours prompt à essayer d'observer ma colère puis de la défaire. Des fois, je bounce dessus, tu sais. Fait que, mais là, ce que tu me dis, c'est que justement, il y a un coût énergétique à ça. Puis ça, je trouve ça très cool. Mais je te laisse aller sur ta définition de la colère. Ben, en fait, l'information que la colère essaie de nous amener souvent, c'est que il y a probablement quelqu'un qui a transgressé tes limites, ou toi-même, tu es allé au-delà de tes limites, ou tu n'as pas été capable de mettre tes limites. Mm-hmm. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir en colère pour réaliser puis passer à l'action pour changer ça. Mais le problème, c'est que quand la colère se manifeste, on tombe dans une histoire, souvent à propos de la personne, de la situation, puis là, on blâme les autres. Mm-hmm. Au lieu de revenir à l'intérieur et se poser la question avec curiosité, qu'est-ce que ma colère en ce moment essaye de me communiquer comme information? C'est quoi la sagesse en arrière de cette colère-là? C'est hot. Puis quand on prend le temps d'investiguer nos émotions, on voit, ah oui, c'est moi qui n'ai pas dit qu'est-ce que j'aurais dû dire à ce moment-là. J'ai laissé ça aller, puis là, ben, ça allait été trop loin, puis là, j'ai explosé parce que j'ai accumulé. J'aurais dû mettre une limite, mais je ne l'ai pas mis. Fait que ça revient toujours à nous. C'est nous qui sommes responsables de notre vie. S'il y a des choses dans notre vie qu'on n'aime pas, ben c'est nous qui doit s'adapter et être curieux à propos de c'est quoi qui me déclenche. Parce que moi, puis toi, puis Gabrielle, ta conjointe, on peut être dans la même situation. Moi, je suis complètement déclenché. Vous autres, vous êtes vous êtes heureux, puis ça vous fait absolument rien. Parce que moi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin d'être révélé, qui m'empêche d'être heureux dans cette situation-là. Mais si je ne suis pas curieux à propos de ça, je vais essayer de vous convaincre comment que c'est tellement terrible qu'est-ce qui vient de se passer. Tu viens tellement de dire le fucking mot le plus important de la vie, curieux. Exact. C'est vraiment ça, tu sais. Je pense que si tu réussis... En fait, j'ai de la difficulté à comprendre comment quelqu'un peut vivre sa vie sans s'intéresser à ce qui se passe entre les deux oreilles. Tu sais, j'ai appelé ça architecture mentale, puis c'est pas pour rien, c'est parce que notre esprit est... Regarde, c'est pas compliqué, on comprend même pas notre propre esprit à 5% de comment ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, les neurologues puis les psychologues, tout ça, on commence à effleurer à peine certains mécanismes, puis c'est infiniment mystérieux et fascinant. Puis quand tu réussis à avoir cette espèce d'observation extérieure-là de toi, puis que tu commences à te poser des questions, puis à décortiquer, pas dans une attitude de, voyons, what's wrong with me, là, tu sais, c'est comme, c'est pas ça, là, c'est vraiment comme regarder cette affaire-là, puis de regarder ton personnage de toi, d'un peu de l'extérieur. Là, ça devient cool, tu sais, parce que tu commences à voir les patterns, tu commences à voir d'où est-ce que ça a pu venir, puis
c'est pas une corvée, tu sais, c'est pas genre là faut que tu te places mon petit garçon, c'est pas ça, c'est genre ouais, c'est le plus grand mystère de la vie que t'es en train de regarder à la loupe, c'est malade, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu mentionnes ça. Puis là le quatrième pilier, je me rappelle plus, répète-le moi. Fait que là on a le physique, on a l'émotionnel, on a le spirituel, puis l'autre mental, spirituel. OK, mental, c'est quoi, c'est plus intellectuel dans le fond? Mental, non, c'est justement l'exploration de tous nos schémas mentaux, donc nos pensées, qui sont en fait des croyances. Donc, tout ce qui nous passe par la tête et qu'on se raconte comme histoire, c'est des choses qu'on croit qui sont vraies. J'avais déjà fait un post, ça disait « On vit dans les murs de nos suppositions ». Exactement. Tu sais, exactement. Parce que tu sais, des croyances, je trouve ça cool, mais quand j'ai regardé, ça serait quoi l'équivalent en français, tu sais? Je trouve que des suppositions, je trouve ça cool parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, mettons, je coachais quelqu'un que je coachais qui était dans une job de jour qu'il aimait pas, puis que finalement, c'était un passionné de musique, c'était un songwriter exceptionnel, puis il était jamais dans le milieu musical, puis lui, dans sa tête, faire de l'argent avec la musique, c'est impossible, tu sais. Impossible. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, non, tu peux faire de l'argent avec la musique. T'es peut-être pas... Au Québec, tu te mettras probablement pas multimillionnaire, mais t'es capable de très bien gagner ta vie avec la musique. Puis là, il me croyait pas, tu sais. Puis là, j'ai montré des chiffres. Mais il supposait ça, puis il a jamais regardé ça. C'est qu'on fait plein de suppositions inconscientes qu'on regarde pas, tu sais. Fait que là, quand tu fais... C'est quoi tes techniques pour approfondir ces schémas mentaux-là? Donc, on a différents outils qu'on utilise pour approfondir ça. Puis dans le programme, en fait, c'est très expérientiel, notre programme, où on enseigne un peu de théorie, puis ensuite, on fait faire de l'introspection aux gens, puis ensuite, on leur fait faire soit des exercices ensemble ou partager leur introspection, puis qu'est-ce qu'ils découvrent à propos d'eux-mêmes en utilisant différents modèles. Okay. Donc, la partie mentale, c'est vraiment un module qui est super le fun parce qu'on fait interagir les gens ensemble en leur donnant différentes instructions. Puis là, on voit qu'est-ce que ça crée comme dynamique pour refléter une vraie dynamique qui serait plus conflictuelle. Puis on voit comment les gens réagissent de part et d'autre. Et ensuite, on fait une rétroaction de ça. Puis on demande aux gens, qu'est-ce que vous avez observé quand vous étiez assis dans le siège de la personne qui parlait? Qu'est-ce que vous avez observé quand vous étiez assis dans le siège de la personne qui écoutait? Avec une posture mentale spécifique. Donc, on leur donne des instructions sur comment tenir une posture mentale spécifique. Puis là, on voit qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand les gens tiennent cette posture mentale-là. Là, ça, c'est une grosse réalisation de « ben voyons donc ». Quand tu dis posture mentale, excuse-moi, je veux que tu définisses ça. Dans le fond, c'est un paradigme de croyance, c'est ça que tu veux dire? Ben, en fait, on va dire à chaque individu, toi, mets-toi dans cette posture mentale-là, mets-toi dans cette attitude-là. Okay. Toi, mets-toi dans cette attitude-là. OK, je comprends. Oh, oui. Donc, les gens, ils ont des instructions sur tenir une attitude spécifique dans l'interaction. Puis ça, ben, ça crée justement une interaction qui, en fait, c'est de la dynamique humaine. On a fait cet exercice-là des centaines de fois à tous les niveaux de direction, tous les niveaux de hiérarchie. C'est toujours la même chose qui ressort. Tout le temps. C'est quoi? Ben, en fait, les gens... je ne veux pas révéler l'exercice. C'est pour ça que je comprends. Je veux pas y aller dans le détail, mais je veux dire, qu'est-ce qui ressort? C'est la dynamique humaine. Donc, les gens vont se sentir, exemple, pas écoutés, puis il y en a d'autres qui vont blâmer, critiquer. En fait, c'est vraiment notre dynamique humaine qui est révélée lorsqu'on est dans un conflit. C'est toujours la même chose qui ressort, tout le temps. Mais cet exercice-là est vraiment trop cool parce que c'est sûr que tu le fais comme dans un laboratoire, puis là, tu l'observes, et après ça, les gens, ils retournent dans leur vie quotidienne, puis ils ont complètement une autre perspective de leur relation, là. Exact, mais là, après ça, on va décortiquer, en fait, le phénomène de comment mon attitude va être associée à des croyances que j'ai, puis comment mes croyances vont affecter les comportements des autres en avant de moi. Parce que moi, mon comportement va changer, puis nos comportements s'affectent les uns les autres. Absolument. Donc, quand moi, je deviens d'une certaine façon, j'influence l'autre personne. Puis ça, c'est encore plus vrai dans un rôle hiérarchique. Parce que je suis en position de pouvoir. Donc, on enseigne à des leaders aussi à prendre conscience du pouvoir hiérarchique.
Ouais. Donc, on Puis a de l'être humain qui ont en avant d'eux autres aussi, là. Exactement. Tu sais, il y a une citation qui dit les leaders amènent la température. Leaders bring the weather. OK. Si moi, je suis un leader, puis je rentre dans une salle, puis je suis avec des subordonnés, puis je rentre, puis je suis déjà irrité, comment tu penses que les gens dans la rencontre vont... Exactement. Donc, si je rentre dans une rencontre, je suis déjà irrité ou je suis un peu anxieux, puis là, je m'en vais dans une rencontre de brainstorm où j'ai besoin que les gens contribuent, je rentre déjà avec une énergie fermée. Mm-hmm. C'est clair, esti. Là, je veux que tu me parles. On a parlé de... là, on a beaucoup travaillé sur le leadership de soi. Puis la dernière fois qu'on s'est jasé, tu m'as parlé de énergie égale résilience. Je veux savoir parce que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, la résilience dans ma vie. Je suis pas si pire. Ben, je suis pas si pire, non. Ça fait 25 ans que je fais sur certains clous que j'ai jamais arrêté. Fait que j'ai de la persévérance, je pense. La persévérance est là. Mais la résilience étant la capacité à juste comme accepter l'adversité avec humilité, I guess. Je pense que c'est le même qu'on pourrait le définir. Accepter l'adversité avec humilité tout en continuant de travailler sans s'effondrer. C'est une bonne définition pour Ben, c'est une partie, en fait, de la définition. OK, exactement. C'est une partie de la définition. La résilience, en fait, ce que les gens oublient souvent dans la définition de la résilience, c'est l'aspect de se préparer à relever un défi. Ah! Okay? Ah, OK. Donc, être prête à rencontrer l'adversité. Puis, c'est pour ça qu'on enseigne des pratiques de régénération, parce que plus j'ai d'énergie, plus je suis capable de faire face à l'adversité. Moins j'ai d'énergie, moins j'ai capable de faire face à l'adversité, moins ma capacité de résilience est élevée. Mm-hmm. Et ça a été démontré par le HeartMath Institute aux États-Unis qui ont fait beaucoup d'études au niveau du cœur, mais de la résilience, en fait, parce qu'ils ont découvert que notre cœur est un des organes qu'on peut entraîner pour augmenter notre résilience. Ah ouais? Intéressant, hein? Oui, développe là-dessus, ça me fait capoter, ça. Donc, le cœur, c'est ce qui contrôle notre système nerveux. Okay? Le rythme cardiaque va influencer directement notre système nerveux. Donc, le HeartMath Institute ont fait des études, puis là, je reviens aux émotions. Ils ont fait des études et ils ont demandé à des gens, OK, mettez-vous dans une situation, imaginez-vous une situation où vous êtes frustré, vous êtes irrité, vous êtes impatient, puis ils ont pris des mesures de variabilité cardiaque. OK? La variabilité cardiaque, c'est l'espace qu'il y a entre chaque battement cardiaque. Mm-hmm. Okay? Donc, exemple, mon pouls peut être à 76 battements par minute. Quand je suis frustré, ma variabilité cardiaque va devenir très petite. Donc, notre cœur ne bat pas quand mon rythme cardiaque est à 76 battements par minute. Il ne bat pas 76 pendant Non, c'est ça, ça bouge. Il y a une variabilité. Okay? Donc, quand je suis dans des émotions à charge plus négative ou qu'on appelle drainante, comme j'ai utilisé tantôt, ma variabilité cardiaque, elle va être petite. Donc, je n'aurai pas beaucoup d'espace entre mes battements. Fait que peut-être je vais monter 76, 77, 78, 79, 80, 79, 78, 76, 75. Puis là, ça va osciller entre 5-6 battements d'amplitude. Okay? Puis ça, c'est ce que le HeartMath a identifié comme étant un état d'incohérence. Il appelle ça incohérence. Okay? Donc, ça, c'est quand mes ondes cérébrales ne sont pas connectées avec mon rythme cardiaque. Okay. Donc, littéralement, je suis en survie. Mes mécanismes de combat-fuite figés sont activés, mes mécanismes de survie. Mm-hmm. Et quand je suis dans une émotion régénératrice comme le calme, la compassion, la gratitude, l'appréciation, mon cœur va se mettre automatiquement en cohérence. Donc là, si je regarde un graphique, je vais voir que ma variabilité cardiaque est très, très égale. Okay? Donc, je vais avoir beaucoup plus d'amplitude. Mon amplitude peut être de 10 à 15 battements. Donc, si mon battement médian, c'est 76, je vais descendre à genre 65 puis je vais monter à 85. OK. Plus, parce que une grosse amplitude. La variabilité, plus que tu as de variabilité, plus que c'est un indicatif de la santé aussi. C'est ça que j'ai lu. Exactement. C'est un indicatif de la santé en général, de la santé mentale, de la santé physique aussi. Donc, et c'est directement relié à notre résilience. C'est ça qui est intéressant. Donc, plus je suis capable de m'entraîner pour être dans des états de cohérence,
plus mon baseline, mon seuil de résilience augmente. Ça veut dire que je vais être capable de rentrer dans une situation qui, normalement, serait plus prenante et je vais être capable de stabiliser mon système nerveux en stabilisant mon rythme cardiaque. C'est vraiment très hot. Ça me fait penser à deux choses, en fait. Tu dois connaître Wim Hof avec le cold therapy et tout ça. Exactement, oui. Ça fait beaucoup penser à ça. Ou bien, tu sais, je pratique des arts martiaux aussi, puis souvent, on va pratiquer le horse stance. Ouais. Tu sais, puis c'est fou ce qui se passe dans ta tête quand tu pratiques du horse stance pendant longtemps. Je veux dire, tu veux pas être là, tu veux sortir de là, tu sais. C'est ça. Là, quand t'entraînes ton mental à juste comme, non, observe la douleur, puis la tension qu'il y a dans tes jambes, puis relax, puis t'apprends à rester calme malgré l'inconfort, tu sais. Fait que j'imagine que ça se reflète aussi dans les situations. Ben, en fait, j'observe dans ma vie que plus que je suis capable de rester calme dans la pratique du horse stance ou des douches froides, plus que mon quotidien est facile à gérer aussi, parce que c'est la même chose. C'est comme tu as une capacité à... C'est ça. Fait que c'est-tu des exercices que tu travailles aussi avec tes clients? Donc, l'exercice de base, en fait, que le HeartMath a développé, ça s'appelle la respiration cardio-centrée, où il y a beaucoup de gens qui ont entendu le terme cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, absolument. Okay? Donc, c'est le HeartMath qui a développé ces techniques-là il y a maintenant 30 ans. Donc, qui est de respirer sous un même rythme en inspiration et en expiration. On suggère un 4-5 secondes en inspiration, 4-5 secondes en expiration. Okay? En même temps, en mettant notre attention sur la région du cœur. Et les études ont démontré que si j'amène mon attention sur mon cœur physique ou le milieu de ma poitrine en même temps que je fais la respiration sous un même rythme, c'est ce qui va m'amener le plus rapidement en état de cohérence. Mm-hmm. C'est tellement weird ça. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit ça, puis je me suis rendu compte de tout ça. Ça fait peut-être une dizaine d'années, je connaissais pas la cohérence cardiaque. J'en ai entendu parler il y a peut-être un an ou deux. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je mettais ma main sur mon cœur, ça me balançait tout. Puis tu sais, honnêtement... j'ai eu un background ésotérique dans mon jeune temps, mais avec le temps, je suis devenu très, très, très sélectif dans ce que je garde là-dedans, puis je veux que ça soit backé par la science. Puis ça, je trouvais pas la façon de l'expliquer. J'étais comme, OK, le chakra du cœur, dude, I guess, tu sais. Puis j'étais comme, je le fais là, puis ça fait quelque chose. Je le fais, il y a une différence. Puis... Fait que là, quand tu m'as dit ça, j'ai fait c'est weird, fait qu'il y a une explication. Est-ce qu'on a une explication scientifique de pourquoi ça fait ça? Puis notre attention est là, c'est quoi? Ben, en fait, premièrement, où on met notre attention, c'est là que notre énergie va. Mm-hmm. Et le pouvoir du mental, là, quand on parle du pouvoir du mental, ben, si je mets mon attention sur mon cœur, ben, littéralement, on peut mesurer avec un fusil à température. On va voir la température va augmenter à cause que j'ai amené mon attention là. C'est la même chose si je mets toute mon attention sur ma main gauche. On va voir mon énergie va augmenter sur ma main gauche parce que j'amène toute mon attention là. OK, là, je suis fucking mind blown. Pour vrai, tu peux voir un meter de ça? Exact. Okay. Donc, où va notre attention? C'est là que notre énergie va. Ben, je savais d'un point de vue taoïste ou non, mais c'est prouvé scientifiquement, physiologiquement, c'est ça qui se passe. OK? Wow! Donc, quand tu mets ton attention sur ton cœur, automatiquement, tu vas venir aider le cœur à s'autoréguler. Puis si tu mets ta main en plus sur ton cœur, là, tu viens amener encore plus d'énergie parce que tout ce qui est nos 5 sens, c'est ça qui prend le plus de notre bande passante au niveau du système nerveux. Okay. Fait que si tu mets tes 2 mains sur ton cœur, toute ton énergie va aller là. Asti que c'est hâte de t'entendre toi dire une affaire de même, je trouve ça juste trop génial. Mais c'est démontré scientifiquement, c'est que c'est pas si tu y crois ou non, c'est un fait. OK. Là, ça m'amène à quelque chose, parce que toi, t'as un background de bodybuilding, t'as fait de la compétition de bodybuilding, puis t'as coaché des bodybuilders. Est-ce que... Puis j'ai parlé de ça avec Sifu Julien Valiquette, qui est venu au podcast. Puis tu m'avais parlé, exactement. Puis le fait est-ce que toi, est-ce que tu pratiquais ça pendant que tu t'entraînais au bodybuilding? Parce que Arnold Schwarzenegger, il en parle de ça, du fait que si tu entraînes tes biceps puis que tu focuses ton mental sur ton biceps, tu vois littéralement plus de résultats. T'as plus d'hypertrophie, tu sais. Oui, exactement. Puis c'est drôle que tu me parles de ça parce que je viens juste d'écouter un podcast avec Andrew Huberman. Okay. Pour les gens, les gens de ton audience qui sont capables d'écouter, qui parlent bien l'anglais. Andrew Huberman, c'est un scientifique
un neuroscientifique, en fait, de Stanford. Puis il y a un podcast où il donne énormément d'informations sur comment le système nerveux affecte le corps sur plein de différentes modalités, comme la performance, les hormones, la concentration, le sommeil, le focus. Puis il parlait justement de ça, que les gens qui sont capables d'amener leur attention sur un muscle et de stimuler la contraction musculaire et de l'augmenter par la pensée, ça veut dire que leurs muscles ont un potentiel d'hypertrophie beaucoup plus développé que quelqu'un qui a de la difficulté à bien contracter son muscle. Puis ça, moi, je l'ai vu tellement dans mon entraînement avec autant des athlètes que du monsieur, madame, tout le monde, justement, des leaders, des entrepreneurs qui n'avaient aucune conscience corporelle. Et juste être capable de créer la connexion entre le biceps puis le cerveau, ça prenait des semaines, des fois. C'est capoté. Mais des semaines à répéter, contracte. Est-ce que tu sens bien la contraction? Puis il y a des gens, au début, ils sentent rien. Ils font des mouvements, ils sentent rien, ils sentent pas leurs muscles. Ils font juste un mouvement, mais ils sentent rien, ils sentent pas leur corps. C'est des gens qui ont un, comment je pourrais dire, qui sont je pense rentrer dans cette catégorie-là, dans le sens que quand je m'entraîne, je réussis à avoir un certain focus sur mon corps, mais au quotidien, je suis là, tu sais, je suis dans la je suis dans la création, je suis tout le temps dans le self-talk, puis dans l'inventivité, puis tu sais, je vois quelque chose, il se produit un phénomène dans la rue, puis je fais des jeux de mots avec, puis tu sais, je suis tout le temps là, fait que j'imagine que c'est ce genre de personne-là, puis ça fait, comme là, j'ai commencé à jouer au tennis il y a quelques semaines, puis justement, ça fait du bien, parce que là, tu peux pas, là, le cerveau, il peut pas fonctionner en jouant au tennis, exact, fait que tu vas te concentrer. Exactement, puis là, j'apprends à me grounder, j'apprends à bien me placer, puis je sors de là, puis non seulement j'ai de l'endorphine à cause de l'exercice, mais mentalement, je suis calme, fait que c'est vraiment ça. Fait que là, tu travailles avec des gens qui sont dans les chiffres, qui sont dans le management. La stratégie, exactement, dans leur capacité cognitive, 100% de leur journée, pour la plupart. Absolument. S'ils ne prennent pas délibérément un moment pour connecter sur leur corps, par défaut, ils sont dans leur tête. T'sais. Et par défaut, on est dans notre tête parce qu'on a été entraîné à être dans notre tête. Ouais. Depuis qu'on est jeune, à l'école, on a été entraîné à apprendre et à écouter pour donner des réponses. Exact. Sauf on est entraîné à connecter juste dans notre tête, pas à connecter à notre ressenti, pas à connecter à notre intuition. Est-ce que tu as un prof au primaire qui t'a dit « Hey Sylvain, qu'est-ce que ton intuition te dit en ce moment? » Eh boy, oublie ça, man! Oublie ça, c'est clair, là. Jamais. Mais non, jamais. On s'est fait entraîner à apprendre des choses puis à répéter ce qu'on apprenait. Puis si on répétait pas la bonne chose, on était des mauvaises personnes. Exact. Ça Imagine comment c'est important d'être dans sa tête quand que c'est quelque chose qui est directement relié à notre estime de soi. Puis il y a quelque chose qu'on a parlé, que justement, je me rappelle plus c'est qui que j'ai vu dire ça. C'est un neurologue justement qui parle que chaque micro-décision brûle du glucose dans ton cerveau. Exact, oui. Ça, c'est écœurant, tu sais. Ça, c'est écœurant. Parce que, est-ce qu'il y a la raison pour laquelle on développe du pilote automatique, tu sais? Parce que quand tu développes des habitudes, c'est que si tu avais à prendre une décision à chaque fois que tu rouvres le frigidaire pour voir qu'est-ce qui reste dedans, je veux dire, tu brûlerais beaucoup trop de glucose pour rien. Fait qu'on relègue des choses dans le domaine du subconscient et des habitudes. C'est ça. Sauf que quand t'es constamment dans le petit self-talk puis t'es constamment en train d'essayer de prendre des décisions que tu prends pas vraiment finalement, là, c'est comme juste en train de ressasser des affaires puis d'essayer de trouver des solutions, mais t'as pas un papier puis un crayon puis t'es pas dans une réelle démarche de trouver une solution. Tu brûles du gaz pour rien. C'est comme si t'avais le pied sur le gaz puis sur le break en même temps, tu sais. C'est ça. C'est comme si t'avais le pied sur le gaz puis sur le break en même temps. Fait que le fait de reconnecter avec tes muscles, ça aide ça dans le fond. Ça change le focus. Tu brûles du glucose autrement, par exemple? Mais ça l'aide à reconnecter sur son corps et la maîtrise de son corps, la prise de conscience, donc ce qu'on appelle la proprioception dans un terme scientifique, là, de savoir où son corps se situe dans l'environnement et de bien ressentir ses muscles, c'est aussi relié à la longévité puis à la santé. Cognitive. Oui, et la santé globale aussi. Exact. Ouais. C'est fou, ça, justement. Quand je regardais ça, ma blonde, on a un enfant de 4 ans, puis avant qu'il naisse, je fouillais beaucoup là-dessus, mais le fait de savoir que si tu le
prends ton bébé puis tu le bouges dans les airs, il va être bon en maths. C'est weird, mais c'est un fait, tu sais, c'est comme... Fait que la proprioception aide sur un paquet de trucs, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Là, je veux t'amener sur quelque chose. On a effleuré le sujet de la psychologie évolutive en parlant du glucose puis du fait qu'on met des choses dans le... Comment je pourrais dire? Qu'on relègue des choses dans le subconscient dans le but de brûler moins de glucose. T'as-tu d'autres exemples? Parce que j'aime vraiment regarder la vie de cette lentille-là, parce qu'il y a bien des choses qu'on considère comme étant des défauts qui en réalité sont des comportements complètement logiques et bénéfiques dans un contexte de chasseur-cueilleur. Tu sais, comme tu parlais de la colère tantôt, mettons, c'est un exemple de comment la colère a pu être développée dans l'humain pour lui servir dans un contexte de savane, mettons, tu sais, ou d'autres exemples là-dedans. Je te pitch une espèce de ligne ouverte, là, où ce que tu peux dire ce que tu veux, là. Tu veux dire plus par rapport à comment l'être humain s'est développé? Oui, d'un point de vue darwinien, là, je triple raide là-dessus, là, puis t'as donné quelques exemples la dernière fois. Mettons comme... Hey, je me rappelle plus qu'est-ce que je t'avais donné comme exemple. C'est ça, j'ai marqué sur ma feuille, j'ai comme fuck, ça c'est bon ce sujet-là. Mais sinon, je t'emmène sur un autre sujet parce que ça m'a fasciné. Parce que t'as une mission de vie en faisant tout ça. Tu sais, tout ça, je veux dire, tu peux pas aider du monde à être aligné si toi tu l'es pas. Puis exact. C'est clair que tu l'es en esti. Puis tu m'as dit que la raison pour laquelle tu te tournais plus vers les leaders, ben en fait, je te laisse terminer. Ben, en fait, la raison pour laquelle je me tourne vers les leaders et par défaut, ben, c'est aussi ces gens-là qui étaient dans ma pratique, mais pourquoi je me tourne plus vers faire de l'intervention de groupe aux leaders spécifiquement, c'est parce que les leaders ont un impact sur la vie des autres. Les leaders ont un impact sur la vie de leurs équipes et ont un pouvoir très puissant sur la santé mentale de leur équipe. Par leur façon de se comporter. Donc, puis ça, c'est un sujet qui me tient à cœur beaucoup, la santé mentale. J'ai perdu quelques amis du suicide. Puis ça a été des gros moments forts dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé à me remettre en question puis à me questionner sur qu'est-ce qui amène quelqu'un à ce niveau-là. Moi-même, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie où j'ai voulu m'enlever la vie quand j'étais jeune. Et ça a été un moment tellement fort, ça, où j'ai dû vraiment me remettre en question sur c'était quoi le but dans la vie? Pourquoi je faisais ça? Pourquoi j'étais là? Puis ça m'a vraiment amené à dire, ben, puis j'ai eu cette réalisation par moi-même. Je faisais pas de développement personnel dans ce temps-là. Tu sais, j'étais profondément dans le party, justement, puis dans la consommation intoxiquée, puis à un moment donné, je suis arrivé à un point où j'étais allé trop loin, tu sais. Et je me suis dit, ma vie ne peut pas continuer comme ça. Si ma vie continue comme ça, je m'enlève la vie, ça ne vaut pas la peine de vivre une vie comme ça. Puis j'ai eu un moment de curiosité où je me suis dit, il y a sûrement un autre moyen de vivre ma vie. Puis je ne suis pas venu sur la terre pour m'enlever la vie, ça ne se peut pas. C'est impossible. Puis c'est là que j'ai réalisé, non, je suis venu sur la terre pour amener quelque chose de positif. Puis cette prise de conscience-là me fait faire un pacte avec moi-même. Puis à ce moment-là, j'ai fait un pacte avec moi-même. T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 20 ans. Okay. J'ai 20 ans. Puis à ce moment-là, je me dis, premièrement, je ne peux pas faire ça à mes parents puis à mon frère puis à mon père. Ils m'aiment ben trop. Puis je veux continuer à vivre avec eux autres, tu sais. Mais deuxièmement, c'est pas eux autres qui vont m'aider à me sortir de là, c'est moi qui vais m'aider à me sortir de là. Puis j'ai dit, à partir de maintenant, je fais un 180, j'essaye ça. Je fais un 180, puis je m'en vais de l'autre bord. Fait que je commence à évaluer mes relations, puis à me défaire de des relations toxiques. Je commence à me défaire de des choses qui me drainaient mon énergie. Fait que c'est là que le bodybuilding est venu dans ma vie, by the way. C'est là que le bodybuilding, je me suis dit, hey, si je me mets physiquement dans quelque chose qui va m'amener vers la santé,
ben ça peut pas ça peut pas faire autrement que créer quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver. Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui va arriver si je me mets à me dépasser. Ouais. Là, Est-ce que tu t'es fixé un but quand t'es rentré dans le bodybuilding? Est-ce que t'as commencé en te disant je vais aller au gym une fois par semaine ou bien tu t'es dit je vais faire une compétition? Ben, je m'entraînais déjà, tu sais, m'entraînais déjà, mais tu sais, comme tous les gars, on va avoir des bras, puis avoir des traps, puis être beau pour les filles, tu sais, puis mais là, je rentrais là-dedans avec vraiment un autre mindset, de dire là, je veux me dépasser, puis je vais aller au-delà de mes limites. Fait que tout ce qui m'empêche d'être la meilleure version de moi-même, je veux briser ça. Puis j'ai été chanceux, j'ai été chanceux, je pense qu'il n'y a pas de chance dans la vie, c'est une synchronicité. J'ai pris une décision, puis là, pouf, ça s'est présenté devant moi. J'ai un bodybuilder passionné qui a accepté de me coacher, puis il m'a vraiment amené à me dépasser physiquement. Et moi, quand je rentre dans quelque chose, je suis vraiment discipliné. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais faire un 3 mois de préparation pour ma compétition où je vais arrêter de sortir, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de prendre de la drogue, je vais me mettre seulement à manger. J'ai tout cuisiné mes repas pendant 3 mois de temps. J'ai arrêté d'aller au restaurant. Fait que, veux pas, ma vie sociale a complètement changé. J'allais au gym, je revenais chez nous, je faisais ma bouffe, je me reposais. Fait que j'ai changé mon style de vie complètement. Puis là, après ma compétition, premièrement, je voulais pas gagner la compétition. Moi, je voulais juste me dépasser. Je voulais aller au maximum de ce que je pouvais faire en 3 mois de temps en m'entraînant, puis en mangeant, puis en dormant correctement. Et quand je suis arrivé sur le stage, j'ai fini 6e sur 10. Tu sais. J'étais dans le gars qui a gagné, il était 5 et 6, puis il pesait 175 livres. Moi, je suis 5 et 11, 175 livres. Fait que je veux pas, j'avais moins de muscles. Mais pour moi, j'avais déjà gagné. Tu sais. Je me souviens, backstage, j'étais heureux. Avant même de rentrer et faire ma routine, je voyais des gens qui étaient très focusés sur vouloir gagner, qui étaient très insécures, puis je l'ai pas, puis je Toi, sais t'étais pas. genre, je suis ici, man. Ouais, moi, j'étais comme, moi, je suis ici, puis je suis dans la meilleure shape de ma vie, fait que je m'en fous, tu sais, du médaille puis du trophée, puis écoute, je suis dans la meilleure état mental que j'ai jamais été dans ma vie. Fait que c'est ça pour moi, là, c'était la plus grande victoire. C'est à partir de là que j'ai tellement trippé à me faire coacher que j'ai dit, hey, moi, je peux faire ça dans la vie, coacher du monde à dépasser leurs limites. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes recherches puis à aller m'éduquer pour devenir trainer puis aussi travailler au niveau de nutrition. Mais c'est ça qui est parti. Ma cascade, c'était de revenir dans mon corps puis de rebâtir ma santé et redonner un sens. Fait que tu sais, la dimension spirituelle pour moi, là, c'était ça qui faisait défaut. Exact. Et la plupart du temps, quand on est au point où on veut s'enlever la vie, c'est que la vie fait plus de sens. Man, merci de dire ça. Je viens d'écrire un livre. Je viens d'écrire... écoute, j'ai écrit un petit livre. Je viens d'écrire un 30 pages qui s'appelle « La carotte ». OK? Puis là, je vais le publier la semaine prochaine. C'est un petit e-book que je vais te donner. Mais c'est toutes les réflexions que j'ai eues dans les 10 dernières années sur précisément ce que tu veux dire. Tu sais, c'est comme... Le fait d'avoir un sens, le fait d'avoir une mission, on dit un sens comme si c'était un mot meaning, mettons la traduction, mais j'aime bien sens dans le terme direction. Ouais, c'est ça. Exact. Ben ouais. Fait que, à un moment donné, tu peux vivre ta vie comme de façon aléatoire puis de juste bouncer sur les événements qui arrivent. Mais si tu dis, moi, je m'en vais là puis que t'as des bonnes raisons d'aller là, man, je veux dire, comme là, ça a commencé par une reprise en main de ton corps, tu sais, comme tu dis, t'as comme, je vais commencer par être en shape physiquement de façon comme fucking rigoureuse, ça peut juste faire du bien à toutes les autres sphères de ma vie, tu sais. Puis après ça, au travers de ça, t'as découvert une mission, ça t'a donné une direction de vie. Puis une fois que t'as cette fucking direction-là, moi, je suis chanceux, je l'ai depuis longtemps. Ouais. La direction. Je l'ai depuis longtemps et c'est ça qui me permet de dealer avec tout le reste. Je me suis battu avec plein de dépendances socialement acceptées dans le passé. Alcool, caféine, cigarettes et malbouffe. Et puis c'est un combat que j'achève, là, mettons. Je suis rendu pas mal avancé. Mais si j'avais pas eu une direction de vie, ma direction de vie, ça a toujours été d'incarner le maximum. Avant, je voulais être le musicien autonome, indépendant,
juste pour montrer à tout le monde que, man, tu peux faire la musique que tu veux dans la vie, tu peux créer un, tu sais, puis c'est encore quelque chose que je veux faire, mais je me suis rendu compte que j'ai voulu élargir cette définition-là. Je veux incarner le maximum qu'un être humain peut être spirituellement. Écoute, on s'entend, j'ai l'impression d'être à 0,5% de cet objectif-là, mais c'est par là que je m'en vais, et c'est cette direction-là qui fait en sorte que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à me fouiller dans la tête parce que je veux pas être un prick, puis je veux pas non plus être une personne qui fait juste jamais dire ce qu'elle pense, parce que je pense pas qu'un être humain doit juste supprimer ses désirs non plus, tu sais. Fait que j'essaie d'incarner le maximum, mais le fait d'avoir une mission de vie, quand t'as ça, tout se règle, c'ti. Oui, mais ça demande un retour à soi, ça demande une introspection, une curiosité pour être capable de découvrir ça. Tu sais. Puis moi, justement, aussi, j'étais profondément pas en santé, et c'est toute ma curiosité puis l'apprentissage qui m'a fait regagner la santé. Tu sais, moi aussi, j'ai arrêté de fumer en 2006, puis j'étais un chain smoker, là. Fait que je sortais dans un club, fumeur social, mais je sortais dans un club puis je pouvais fumer un paquet de cigarettes dans une soirée, tu sais. Donc, c'était très compulsif, très obsessif, j'avais beaucoup d'impulsions. C'est pour ça que ça a été un gros volet aussi de mon développement, où je me suis fait coacher pendant 3 ans de temps par une personne fabuleuse que j'avais rencontrée dans mon cours de massothérapie qui donnait le volet relation d'aide. Puis c'est une personne, écoute, un psychanalyste avec une maîtrise en psychologie spirituelle. Wow! Oh, ouais. Le genre de personne que tu rencontres pas à tous les coins de rue. Non, vraiment pas. Il avait demandé, hey, tu veux-tu être ma coach de vie, tu sais? Puis elle a fait, je vais être ta coach de vie. Puis elle m'a suivi pendant 3 ans de temps. Puis elle m'a vraiment aidé à revenir à l'intérieur de moi, à m'observer. Tu sais, j'avais 22 ans à cet âge-là, à m'observer. Je vivais beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de rage. Puis elle m'a aidé beaucoup à décortiquer ça, puis à voir ça comme un objet. T'es pas ton émotion, t'es pas ta pensée, tu vis ça, mais c'est pas ça que t'es. Donc, à découvrir tous mes patterns, puis comment ça émergeait dans les différentes relations que j'avais, ça a énormément aidé mon développement puis ma guérison interne pour être capable d'être centré puis d'avancer dans mes projets. Donc, ça a toujours été un parcours, c'est drôle, tout ce que j'ai étudié, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que j'en avais besoin, j'étais la personne qui en avait le plus besoin. Exact. Mais on en a parlé la dernière fois. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai lu ça. Là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut commenter puis m'infirmer ça. Là. Mais j'avais entendu dire que les chamans étaient choisis selon leur degré d'être troublé. Tu sais, le jeune adolescent qui souffre puis qui a de la misère puis qui a comme une tendance dépressive, ça va être lui le prochain chaman parce que il y a comme une obligation intrinsèque à travailler sur lui. Tu sais, s'il veut être bien puis le travail qu'il va faire, il va être capable d'aider les autres. Tu sais, fait que je vois vraiment ça comme ça. Puis là, je reviens dans un domaine un peu plus technique. Parce que là, tu travailles avec des leaders présentement pour les aider à maximiser leur énergie. OK? Et on a une épidémie de manque de sommeil. Et la majorité de la planète Terre est littéralement addicte à une drogue très dangereuse qui s'appelle la caféine. Comment tu deals avec ça? Est-ce que tu vois des coffee abusers comme de Mongols tout le temps? Puis est-ce que tu as vu des changements du monde qui ont lâché ça 100% puis qui ont, tu sais, donne-moi des testimonials positifs. Moi, ça fait... présentement, là, je suis à ma 100 millième tentative d'arrêter ça parce que... Puis je suis pas un grand consommateur dans le sens que j'en prends... Généralement, là, dans mes pires périodes, j'étais à 2 ou 3 par jour, mais ça m'affecte énormément. Et puis là, tu vois, là, ça fait 1 semaine et demie que je suis off, puis là, je vois des bénéfices incroyables. Même quand je dors pas, si je dis, regarde, j'ai pas beaucoup dormi, mais je vais pas prendre ça. En bout de ligne... je me sens mieux, tu sais. Fait que t'as-tu des histoires magnifiques de gens qui ont quitté ce poison à rat? Bien, premièrement, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que la caféine, c'est pas tout le monde qui la métabolise de la même façon. Exact. Si toi, tu es un métaboliseur de caféine qui est pas... c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, quand tu cherches un mot, ouais, c'est correct. C'est pas pouvoir couper ce bout-là. Il y a plusieurs types de métaboliseurs de caféine. Donc, il y a des personnes qui métabolisent très rapidement la caféine et il y a des gens qui métabolisent pas rapidement la caféine. Toi, tu es probablement un de ceux-là.
OK? Donc, qui, en fait, toi, tu la métabolises rapidement, donc tu es affecté vraiment rapidement par la caféine, mais tu as de la difficulté à la dégrader dans ton système. J'ai vraiment l'impression que ça s'accumule. C'est ça. C'est ça, ça s'accumule. Puis moi aussi, je suis dans la même catégorie que toi. Intéressant. Ces gens-là, eux vont être affectés négativement par la caféine. Et là, au contraire, à la place d'avoir des effets bénéfiques sur leur concentration à long terme, ça va être un effet très court terme. Puis après ça, ils vont crasher puis ils vont avoir plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Fait que c'est un poison à rat pour moi, finalement. Fait que ça affecte le système nerveux. Exactement. Ça rend le système nerveux en déséquilibre. Donc, plus de chances de tomber dans des émotions drainantes. Okay? Donc, la caféine va venir être un irritant, va nous amener vers plus notre tendance à vivre des émotions comme l'anxiété, l'irritabilité, l'impatience, la frustration. Puis il y a d'autres personnes, exemple comme ma femme, elle, c'est une métaboliseur lente de la caféine. Elle est capable de boire 3 fois plus de café que moi pour le même effet que moi je vais avoir. Okay? Donc, ça, c'est important. Puis ça, il y a des tests génétiques qu'on peut faire pour identifier comment on métabolise la caféine, mais le test est assez facile. Si on boit un café, puis rapidement, on sent que notre rythme cardiaque augmente, puis qu'on commence à avoir soit les mains moites ou des légers tremblements, tout de suite, on sait que la caféine nous affecte grandement. Ouais, okay? Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux devenir accro à ce feeling-là, tu sais. Ça, exact. C'est tellement... Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu t'en tolères pas, mais c'est addictif. Fait que là, finalement, tu te bérises, là, tu sais. Ben, c'est addictif parce que ça stimule l'épinéphrine, qui est une hormone de stress. Donc, on devient addict aux hormones de stress. Ouais. Puis c'est ça, c'est le rush. On veut tout le temps le prochain rush. Puis c'est ça qui fait que la caféine peut devenir très addictif. Puis même, justement, quand on est addict à ça, en fait, on n'a même plus le bénéfice énergétique. On a plus d'effets secondaires négatifs de prendre de la caféine que d'effets positifs. Okay? Donc, moi, dans ma pratique, j'ai vu énormément de gens, comme tu peux te douter, qui buvaient énormément de café et le café leur causait beaucoup de symptômes de diminution de performance cognitive, beaucoup de symptômes au niveau d'une mauvaise gestion émotionnelle et des symptômes physiques aussi, maux de tête, des tensions, des douleurs à l'estomac, trop d'acidité, problèmes digestifs. Donc, ça, c'est une des choses sur lesquelles je traite, difficulté à dormir, beaucoup d'insomnie causée par le café, parce que qu'est-ce qui est important aussi de mentionner avec la caféine, c'est que la caféine va en fait supprimer une hormone qui s'appelle l'adénosine, l'adénosine est responsable de nous faire ressentir la fatigue. Mais quand on prend de la caféine, on supprime notre adénosine, donc on ne se sent pas fatigué. En fait, tu la bloques toute, puis quand la caféine arrive, là, ça rush, puis là, t'as le gros crash, puis l'adénosine, tu l'as toute, c'est ça, t'as la fatigue que t'as pas eu de la journée, tu l'as toute d'une shot, finalement, tu sais. Exact. Ou il y a des gens qui, en fait, la suppriment tellement qu'ils ont de la difficulté à s'endormir le soir. Donc, ça crée une difficulté à s'endormir, puis là, ça va générer plus d'anxiété. Donc, quand on enlève la caféine au début, ben, les gens se sentent fatigués. Oui, absolument. Donc, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je n'enlève pas complètement la caféine. Je suggère aux gens de passer au décaf. Parce que le décaf, il y a un quart de la caféine qu'il y aurait dans du café régulier. Donc, de passer au décaf, déjà, ben, premièrement, moi, je suis un buveur de décaf maintenant. Je ne bois plus aucun café caféiné. Normal, je bois du café décaféiné, donc j'ai quand même un peu de caféine, mais même ça, je le sens. Oui, un quart de la caféine, aussi. Je le sens. Moi, tu vois, je suis obligé de traiter ça. Moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a 3 ans et demi parce que j'étais comme tu dis, là, j'étais un chain smoker quand je fumais, puis j'étais un chain drinker social tout le temps. J'avais pas de bière dans mon frigidaire, mais quand j'étais en public, c'était juste comme... Mettons, une fois sur 2, j'allais trop loin, tu sais. Puis avec la caféine, c'est la même chose. Fait que là, ça devient comme psychologique aussi. C'est que il y a la culture de la caféine aussi. La culture du café que je trouve incroyablement belle, comme la culture du scotch puis des bières de microbrasserie, que je trouve que c'est une belle culture esthétiquement, puis au niveau de toutes les subtilités qu'il y a là-dedans, tu sais, toutes les sortes de café, puis là on fait des petits dessins de cœur dans notre mousse de café, puis c'est beau, puis c'est le fun, tu sais. Et je trouve ça super beau. Puis j'aime aussi le fait que l'image de l'auteur avec sa dactylo qui boit son café, parce que d'une part l'image est belle, puis étant auteur moi-même, mais je sais aussi qu'il y a des effets, je le remarque en fait, quand j'ai quelque chose à écrire rush, je me caféine, puis
ça marche plus que quand j'en prends pas, tu sais, dans le sens que je tombe dans une espèce de tunnel de concentration qui dure 1 heure et demie. Après ça, ma journée est finie, c'est scrap, mais cette 1 heure et demie-là a été jubilatoire, tu sais. Mais bref, le côté esthétique et rituel de la caféine est difficile de se départir, puis dans le contexte corporatif, c'est encore pire, parce que le café, la machine à café est tout le temps là, il y a tout le temps du monde qui sont là-dedans, fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là, comment je pourrais dire, ces habitudes-là pis cette culture-là à défaire comme nous, j'imagine ça doit pas être facile pour tout le monde en fait. Il y a du monde qui doivent avoir assez de discipline, mais d'autres qui en ont pas assez. Tu fais quoi avec ces gens-là? Ben, c'est souvent relié au niveau d'inconfort ou de douleur que les gens vivent dans leur vie. Puis c'est ça qui va être le plus grand motivateur à changer leurs habitudes. Ah, développe là-dessus, c'est malade. Ben, si moi, en fait, je ressens pas tant d'inconfort puis d'effets néfastes à consommer de la caféine, ben ça va être difficile pour moi de l'arrêter parce que je vois pas le bénéfice. Mais si c'est quelque chose qui a vraiment un impact, comme j'ai des reflux gastriques, j'ai mal au ventre, je suis pas capable de dormir la nuit, je fais beaucoup d'insomnie, j'ai des sauts d'humeur, ben là, mon intérêt à arrêter la caféine est beaucoup plus élevé, là, parce que ma vie est débilitée. Là. Je suis vraiment pas en mesure d'être la meilleure version de moi-même. Mais il faut l'identifier, par exemple. Tu sais, comme j'ai lu un excellent livre qui s'appelle The Truth About Coffee, qui sort un paquet de patentes de même, puis là-dedans, il donne un exemple d'une madame. En fait, bref, il y a une certaine proportion de gens qui sont diagnostiqués avec de l'anxiété généralisée. Ouais. C'est une certaine proportion, c'est pas tout ce monde-là, mais il y a une certaine proportion de gens qui sont diagnostiqués avec de l'anxiété généralisée, que leur médecin leur pose pas de questions sur la consommation de caféine, puis ils tombent ces anxiolytiques tout de suite. Oui, exact. Puis à un moment donné, il y en a une là-dedans, justement, c'est un case study que dans le livre, que la madame elle est rendue, là, elle est en psychiatrie, puis elle est médicamentée, puis là, la médication, il faut la mettre de plus en plus forte parce qu'elle elle est de moins en moins fonctionnelle, puis elle souffre, puis c'est vraiment tough, puis à un moment donné, il y a un médecin qui dit « By the way, tu prends combien de café par jour? » Puis il dit « Ben, entre 6 et 10 peut-être. » Pour elle, c'est normal, parce que personne n'y a dit que ça pouvait faire cet effet-là. Ben exact, ça fait probablement 20 ans qu'elle prend 6 à 10 cafés par jour, tu sais. Fait que le fait de dire « Cette personne-là qui est dans ce bain-là, tu y enlèves. » Tu fais juste dire « Fais le test. » Tu fais ça des fois, genre, juste comme « Regarde, OK, fais un test, enlève ça pendant 2 semaines. » Absolument. T'as-tu des révélations, genre, le monde, faut comment? Ben oui, absolument. Premièrement, la plupart des gens qui passent du café caféiné au décaf ne reviennent jamais au café caféiné. Wow, pas vrai? OK? Ne reviennent jamais à ça. Parce que dès qu'ils en reprennent, ils se sentent pas super bien, puis le café décaf, ça faisait très bien la job. Maintenant, aujourd'hui, au Québec, on est tellement chanceux. Il y a des brûleries qui ont ouvert. Il y a du bon café décaf décaféiné à l'eau, donc qui n'est pas un processus toxique qui est utilisé, c'est vraiment de la bonne qualité. Là. Moi, je suis un fan de café, là. Un fan fini de café. Là. Donc, je moue mes grains à une mouture spécifique pour faire mon petit pour-over, mon café filtre. Ça me prend 7-8 minutes de faire mon café. Là. Donc, je suis vraiment un fan fini, mais j'ai plusieurs types de café décaf que j'achète de différentes brûleries, puis c'est incroyable, le goût. On s'ennuie pas, là. On s'ennuie pas avec du décaf versus du caféiné. Là. Puis c'est souvent qu'est-ce que les gens disent. Ah oui, mais j'aime tellement le café, mais quand ils goûtent au café décaf qui se fait en ce moment, ils reviennent pas au café caféiné. C'est hot parce que ça te permet de garder le rituel. Toute cette culture-là, puis de garder ta santé en même temps, tu sais. Ben exactement. Puis moi, j'ai complémenté beaucoup avec du thé vert. Donc, justement, ce que je bois aujourd'hui, c'est un bon thé vert japonais, Sencha, que j'ai commencé à intégrer décaf. La plupart du temps, je bois un café décaf puis un thé vert par jour, tu sais. Versus boire 2-3 cafés. Moi, je remarque que quand je bois du café caféiné, j'ai plus le goût d'en boire. Oui, aussi. Exact. Dès que ça descend, j'ai le goût d'en reprendre un autre. Puis là, l'après-midi, j'ai le goût d'en reprendre un autre. C'est comme si je veux essayer de gérer mon énergie avec de la caféine au lieu de gérer mon énergie avec des pratiques de récupération. Ah, man, tellement. Tu fais-tu des power naps? Ah ouais, un fan. Moi, depuis le début de la COVID, en fait, depuis l'année passée, j'ai vraiment entraîné mon système nerveux à faire des siestes.
Fait que je peux faire des siestes de 15-20 minutes. Ça, c'est qu'est-ce qui a été démontré, en fait, pour optimiser le plus la fonction cognitive. Donc, c'est l'équivalent d'avoir 1 heure de sommeil de plus, faire un power nap de 15-20 minutes. Puis là, quand je dis power nap, ça ne veut pas nécessairement dire que je m'endors. C'est vraiment, je peux m'allonger, me fermer les yeux, puis juste me mettre dans le mode d'observation de mes pensées. OK. Puis là, ben, je décroche. Fait que c'est un genre de méditation où ce que des fois, je m'endors peut-être 2-3 minutes profond, puis là, je me réveille. Ou des fois, j'allonge ça quand j'ai le temps, 30 minutes ou 40 minutes où je vais être allongé, puis là, je vais sûrement dormir 15 minutes Okay. sur ça. Quand j'ai le temps, ça fait toute la différence dans ma façon d'aborder la vie, la stabilité de mon système nerveux, ce qui va m'irriter versus qu'est-ce que je vais être ma résilience. On parlait tantôt de résilience. Exact. Mon niveau de résilience va augmenter si, exemple, j'ai dormi 6h30 puis je me fais un power nap l'après-midi versus j'en fais pas, mon niveau de résilience ne sera pas le même. C'est vraiment très hot. Puis, dernier point, OK? On a parlé de la dépense énergétique des conflits la dernière fois. Puis, je pense, en tout cas, de mon point de vue, on a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est le corps de la patente parce que tout ce qu'on vit, on le vit avec d'autres mondes. Tu sais, tout dire, on travaille, oui, on travaille tout seul, mais la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos relations, finalement, même les relations envers nous-mêmes, même les conflits que tu as envers toi-même. Est-ce que tu as du data scientifique sur ça au niveau de l'énergie, au niveau de quelle façon est-ce que l'énergie se brûle? Bien, ce que j'avais suivi une formation sur justement la santé mentale pour les leaders au Queen's University, puis ils nous avaient donné un data que j'ai pas l'étude en tant que telle, mais la formatrice nous disait que ça avait été étudié qu'en fait, être dans un conflit relationnel nous coûtait 5 fois plus d'unités d'énergie que, exemple, faire une tâche manuelle technique. Oh boy! J'ai pas besoin de réfléchir nécessairement, puis je suis plus sur le pilote automatique. Et faire une tâche où je devais me concentrer, réfléchir, puis être créatif, c'était 2 unités d'énergie. Fait que ça coûte plus que 2 fois plus cher être dans un conflit relationnel qu'être vraiment concentré sur une tâche, puis être créatif, puis se donner à 100% mentalement. Mais on le feel, tu sais, quand tu viens de te pogner avec quelqu'un, t'es vidé, là, tu sais. En fait, je me sens littéralement de la même façon que quand j'ai pas dormi une nuit complète, tu sais, que t'as comme les yeux graisseux, là, tu sais. Fait que, heureusement, ça m'arrive pas souvent de me pogner avec du monde, là, mais il y a des gens pour qui ça fait partie de leur quotidien, là. Dans leur vie personnelle aussi, tu sais. Puis les gens avec qui tu travailles, j'imagine que c'est une grosse dimension aussi parce que des conflits que t'as à la maison, ça les amène à la job et vice-versa, là, tu sais. Fait que... Exactement. Donc, comment on fait une chose, c'est comment on fait tout dans la vie. C'est ça la phrase la plus importante parce que quand on travaille avec nos leaders, puis qu'on travaille avec eux sur des contextes d'affaires, ben c'est aussi une réflexion de leur personnalité à la maison. Mm-hmm. Donc, quand on travaille sur un aspect, quand je travaille sur mieux gérer ma colère, mais je travaille sur mieux gérer ma colère partout à la maison et au travail. Puis ça, c'est une des choses qui est centrale pour nous, c'est que on veut aider les gens à optimiser leur énergie, leur résilience pour qu'ils soient capables de se réaliser autant au travail que dans leur vie personnelle. Mm-hmm. Mais sans compromettre leur résultat d'affaires. Voilà, là est le défi. Là est le défi. Et c'est possible. C'est possible, mais ça prend premièrement un désir de vouloir créer ça dans sa vie et ensuite de se permettre, de se donner la permission de ralentir et de regarder à l'intérieur qu'est-ce qui est dans le chemin. Parce que si je regarde constamment à l'extérieur qu'est-ce qui est dans mon chemin, ça va être vraiment difficile d'avancer. Exact. Parce que qu'est-ce qui est dans le chemin, c'est à l'intérieur. Donc, on doit faire littéralement une mise à jour de notre mode, de notre système d'opération interne pour être capable de devenir une nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. C'est très hot. Jean-François, où est-ce qu'on peut te suivre?
Vous pouvez me suivre sur les médias sociaux comme LinkedIn. En fait, en ce moment, je lance vraiment une campagne de pause d'articles sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me rejoindre, Jean-François Thibault. Vous pouvez trouver mon nom directement. Aussi sur Facebook, j'ai une page Jean-François Thibault comme page publique. Donc, vous pouvez me suivre là aussi. Sur Instagram, Coach GFT. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Donc, on a le site Internet Propulse ton leadership et Lead Yourself Up qu'on est en train de travailler en ce moment, qui devrait être en ligne d'ici 3 semaines. Et on a en fait notre webinaire, notre masterclass gratuit sur le programme qui est disponible maintenant sur propulsetonleadershipmaintenant.com. Vous vous inscrivez votre courriel, vos coordonnées, vous allez avoir un accès direct à notre masterclass qui explique en fait la méthodologie, la philosophie. Vous allez revoir des concepts qu'on a parlé aujourd'hui dans le podcast et qui explique le programme plus en détail, puis une façon de nous contacter si vous voulez aller plus loin et si vous êtes intéressé à faire la formation. Génial, puis je vais mettre tous ces liens-là en dessous de la vidéo sur YouTube. Fait que si tu regardes la vidéo sur Instagram, va sur YouTube, les liens vont être là. Fait que, hey Jean-François, merci infiniment. C'est toujours aussi enrichissant de te jaser en espérant le refaire bientôt. Merci tout le monde d'avoir écouté. Choisissez vos pensées, choisissez votre vie. Ciao!